Lecture audio du conte Le sac, le chapeau et le corps de Jacob et William Grimm par Valérie Alain. Il était une fois 3 frères qui avaient peu à peu sombré dans la misère, et leur détresse finit par être telle qu'ils souffraient de la faim et qu'ils n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. « Cela ne peut plus continuer ainsi. Il vaut mieux que nous partions de par le monde pour tenter notre chance, » dirent-ils. Ils se mirent donc en route, et ils avaient déjà fait beaucoup de chemin et enjambé bien des brins d'herbe, mais la chance ne leur avait toujours pas souri. Ils arrivèrent un jour dans une vaste forêt au milieu de laquelle se dressait une montagne, et quand ils s'en approchèrent, ils virent que cette montagne était toute en argent. « À présent j'ai trouvé le bonheur que je souhaitais, et je n'en désire pas de plus grand, » dit l'aîné. Il prit autant d'argent qu'il pouvait emporter, puis il fit demi-tour et rentra chez lui. « Nous exigeons de la chance qu'elle nous donne un peu plus que simplement de l'argent, » dirent les 2 autres, et poursuivirent leur chemin sans y toucher. Après qu'ils eurent marché pendant encore quelques jours, ils arrivèrent à une montagne qui était tout en or. Le frère Puinet s'arrêta, réfléchissant, en proie au doute. « Que dois-je faire ? Dois-je emporter autant d'or qu'il m'en faudra jusqu'à la fin de mes jours, ou dois-je poursuivre mon chemin ?» dit-il. Finalement, il prit une décision, mit dans ses poches autant d'or qu'elle pouvait en contenir, puis il dit adieu à son frère et rentra chez lui. Le 3e frère, quant à lui, dit « L'argent et l'or, cela ne m'émeut pas. Je ne veux pas renoncer à ma chance, peut-être suis-je destiné à un sort meilleur. » Il poursuivit son chemin, et au bout de 3 jours de marche, il arriva dans une forêt encore plus grande que les précédentes, et dont on ne voyait pas la fin. Et comme il ne trouvait rien à manger ni à boire, il était sur le point de mourir de faim. Il grimpa alors dans un arbre élevé pour voir s'il n'apercevait pas d'en haut la fin de la forêt. Mais aussi loin que portait son regard, il ne voyait rien d'autre que les cimes des arbres. Il entreprit alors de redescendre de l'arbre, mais la faim le tenaillait tant qu'il se dit « Si seulement je pouvais manger à ma faim une dernière fois !» Une fois en bas, il vit au pied de l'arbre, à sa grande surprise, une table chargée de quantités de victuailles dont le fumet venait lui chatouiller les narines. « Cette fois, mon souhait a été exaucé au bon moment, » se dit-il, et sans demander qui avait apporté et préparé ce repas, il s'approcha de la table et mangea de bon cœur jusqu'à ce qu'il eût apaisé sa faim. Quand il eut terminé, il se dit « Ce serait tout de même dommage de laisser cette petite nappe ici dans la forêt. » Il la plia bien soigneusement et la mit dans son sac. Il poursuivit ensuite son chemin, et le soir, quand la faim se fit sentir de nouveau, il voulut mettre sa nappe à l'épreuve et la déplia en disant « Je souhaite que tu sois de nouveau couverte de bonnes choses. » Et à peine avait-il prononcé ces mots qu'il eut sur la nappe autant de plats remplis des mets les plus délicieux qu'elle pouvait emporter. « À présent, je comprends dans quel genre de cuisine on me prépare à manger. Je te préfère de loin aux montagnes d'argent et d'or, » dit-il, car il voyait bien que c'était une petite nappe soit mise. Cependant, il se trouvait que cette petite nappe n'était pas suffisante pour rentrer chez lui et prendre sa retraite, et il préférait continuer à aller de par le monde pour tenter sa chance. Un soir, dans une forêt déserte, il rencontra un charbonnier couvert de suie qui était assis, occupé à faire brûler du charbon et à faire cuire des pommes de terre pour son repas. « Bien le bonsoir, merle noir que tu es. Comment vas-tu tout seul ?»« Les jours se suivent et se ressemblent, et je mange des pommes de terre tous les soirs, » répondit le charbonnier. « Cela te tente-t-il, et veux-tu être mon hôte ?»« Merci bien, » répondit le voyageur. « Je ne veux pas t'ôter le pain de la bouche, car tu ne t'attendais pas à recevoir un hôte, mais si tu veux bien te contenter de ce que j'ai, je t'invite. »« Qui donc cuisinera pour toi ?» demanda le charbonnier. « Je vois que tu n'as rien sur toi et il n'y a personne, à quelques lieues à la ronde, qui puisse te donner quelque chose. Et ce sera tout de même un repas qui sera si bon que tu n'as encore jamais rien mangé de tel, » répondit le voyageur.
Sur ces mots, il sortit sa nappe de son sac, la déplia sur le sol et dit « Petite nappe, sois mise !» Et aussitôt il y eut là toutes sortes de mets cuits et rôtis, qui étaient aussi chauds que s'ils sortaient tout juste de la cuisine. Le charbonnier ouvrit de grands yeux, mais il ne se fit pas prier et se servit, en mettant des morceaux de plus en plus grands dans sa bouche toute noire. Quand ils eurent fini, le charbonnier se mit à sourire d'aise et lui dit « Écoute, ta nappe a toute mon approbation. C'est tout à fait ce qu'il me faudrait ici, dans la forêt, où il n'y a personne pour me préparer quelque chose de bon. Je te propose un échange. Là-bas, dans le coin, est accroché un sac de soldat, qui est certes vieux et qui ne paie pas de mine, mais qui a des pouvoirs merveilleux. Comme finalement je n'en ai plus besoin, je vais te le donner en échange de ta nappe. » « Il faut tout d'abord que je sache de quel pouvoir merveilleux il s'agit, » répliqua le garçon. « Je vais te le dire, » répondit le charbonnier. « Si tu tapes dessus avec la main, il en sortira à chaque fois un caporal avec 6 hommes armés de pied en cap, et qui feront tout ce que tu ordonneras. »« D'accord, échangeons, puisqu'il ne peut en être autrement, » répondit le garçon. Il donna sa nappe au charbonnier, décrocha le sac du crochet pour le mettre sur son dos, puis il lui dit adieu. Quand il eut fait un bout de chemin, il voulut essayer les pouvoirs merveilleux de son sac, et tapa une fois dessus. Les 7 valeureux guerriers apparurent aussitôt devant lui, et le caporal lui demanda « Qu'ordonne mon seigneur et maître ?»« Allez au pas de course chez le charbonnier, et exigez qu'il vous rende ma petite nappe magique. » Les soldats firent demi-tour à gauche, et peu après, ils lui rapportèrent ce qu'il avait exigé. Ils avaient repris la nappe au charbonnier sans trop lui en demander l'autorisation. Le garçon leur ordonna de se retirer, puis il poursuivit son chemin en espérant que la chance lui sourirait encore davantage. Au coucher du soleil, il arriva chez un autre charbonnier qui préparait son dîner près d'un feu. « Si tu veux partager mon repas, » lui dit ce compagnon couvert de suie, « des pommes de terre au sel, mais sans sein doux, viens t'asseoir près de moi. » « Non, cette fois, c'est toi qui seras mon hôte, » répondit le garçon en déployant sa nappe, qui fut aussitôt couverte des mets les plus délicieux. Ils mangèrent et burent ensemble, et ils étaient de bonne humeur. Le repas terminé, le brûleur de charbon lui dit « Là-haut, sur la corniche, il y a un vieux chapeau tutusé qui possède d'étranges propriétés. Quand on le met et qu'on le fait tourner sur sa tête, des canons se mettent à tirer, comme s'il y en avait 12 alignés, et ils détruisent tout, de telle sorte que personne ne peut leur opposer de résistance. Ce chapeau ne me sert plus, et je veux bien te le donner contre ta nappe. »« Pourquoi pas ?» répondit le garçon. Il mit le chapeau sur sa tête et lui laissa la nappe. Mais à peine avait-il fait un bout de chemin qu'il tapa sur son sac pour envoyer ses soldats récupérer sa nappe. « Une bonne chose en amène une autre, et j'ai l'impression que ma chance ne s'arrêtera pas là, » se disait-il. Et en effet, il ne s'était pas trompé. Après une autre journée de marche, il arriva chez un 3e charbonnier qui l'invita, comme les précédents, à partager ses pommes de terre simplement cuites à l'eau. Le garçon, quant à lui fit partager le repas que lui servit sa nappe magique, et le charbonnier le trouva si bon qu'il finit par lui proposer un corps qui avait bien d'autres propriétés encore que le chapeau. Lorsqu'on soufflait dedans, toutes les murailles et les fortifications, puis les villes et les villages s'effondraient. Le garçon donna certes sa nappe en échange au charbonnier, mais il envoya ensuite ses troupes exiger qu'on la lui rende, si bien qu'il eut finalement le sac, le chapeau et le corps. « À présent, je suis un homme accompli, et il est temps que je rentre voir comment vont mes frères, » dit-il. Lorsqu'il arriva chez lui, il vit que ses frères, avec leur argent et leur or, s'étaient fait construire une belle maison, et qu'ils menaient joyeuse vie. Il entra chez lui, mais comme son habit était à demi déchiré, qu'il avait son chapeau élimé sur sa tête et son vieux sac à dos, ils ne voulurent pas le reconnaître comme étant leur frère. Ils se moquèrent de lui en disant « Tu te fais passer pour notre frère qui dédaigna l'argent et l'or parce qu'il voulait connaître un sort meilleur. Lui, il arrivera certainement dans un équipage luxueux, sous les traits d'un puissant roi, et non sous l'apparence d'un mendiant. » Et ils le chassèrent de chez eux. Il se mit alors en colère et tapa sur son sac
jusqu'à ce qu'il y ait 150 hommes en rang devant lui. Il leur ordonna d'encercler la maison de ses frères, et deux d'entre eux durent prendre des verges de noisetier et entaner la peau de ces deux orgueilleux jusqu'à ce qu'ils sachent qui il était. Il y eut un bruit épouvantable, et les gens accoururent pour porter secours aux deux frères dans leur malheur. Mais ils ne purent rien faire contre les soldats. Finalement, on rapporta la chose au roi, qui se fâcha et donna ordre à un capitaine de se mettre en route avec sa troupe pour chasser hors de la ville ce perturbateur de l'ordre public. Mais l'homme au sac eut bientôt réuni une troupe encore plus nombreuse, qui fit battre en retraite le capitaine et ses hommes, tant et si bien qu'ils durent se retirer le nez en sang. « Ce gars peut encore être maîtrisé, » dit le roi, et le lendemain il envoya contre lui une troupe plus nombreuse, mais elle fit encore moins bien que la première. Le troisième frère disposa encore plus d'hommes en face d'elle, et pour en finir plus vite, il fit tourner 2 ou 3 fois son chapeau sur sa tête. L'artillerie lourde se mit à fonctionner, battant les hommes du roi et les mettant en fuite. « À présent, je ne ferai pas la paix tant que le roi ne m'aura pas donné sa fille pour épouse et que je ne régnerai pas sur son royaume en son nom, » dit-il. Il fit annoncer cela au roi, et celui-ci dit à sa fille « Nécessité est une dure loi. Que puis-je faire d'autre, sinon me plier à ses ordres? Si je veux avoir la paix et garder la couronne sur ma tête, je suis obligé de te céder à cet homme. » On célébra donc le mariage, mais la fille du roi était contrariée d'avoir pour époux un homme ordinaire qui portait un chapeau élimé et qui avait un vieux sac à dos. Elle se serait volontiers débarrassée de lui et réfléchissait jour et nuit à un moyen d'accomplir cela. Ses pouvoirs merveilleux se trouveraient-ils dans son sac? Se dit-elle alors. Elle joua la comédie et le câlina, puis quand son cœur fut attendri, elle lui dit « Si seulement tu voulais bien ôter ce vilain sac, il t'en l'est dit tant que j'ai honte de toi. »« Cher enfant, ce sac est mon plus grand trésor, et tant que je l'ai, je ne crains aucune puissance au monde, » répondit-il, et de lui révéler quels étaient les pouvoirs du sac. Elle se jeta alors à son cou comme pour l'embrasser, mais elle décrocha vivement son sac de son épaule et s'enfuit en courant. Aussitôt qu'elle fut seule, elle tapa sur le sac et ordonna aux guerriers de se saisir de leur maître précédent et de l'emmener hors du palais royal. Ils s'exécutèrent, et cette femme perfide envoya encore d'autres troupes derrière lui afin qu'elle le chasse du pays. Il eût été perdu s'il n'avait eu son chapeau. Dès qu'il eut les mains libres, il l'agita 2 ou 3 fois. L'artillerie se mit alors à tonner, détruisant tout, si bien que la fille du roi dut venir en personne lui demander grâce. Elle le supplia d'une façon si touchante, en promettant de se corriger, qu'il se laissa convaincre et accepta la paix qu'elle lui proposait. Elle se fit gentille avec lui, fit semblant de l'aimer beaucoup, et au bout d'un certain temps, elle parvint si bien à l'envoûter qu'il lui confia que même si quelqu'un avait son sac, il ne pourrait tout de même rien faire contre lui tant que son chapeau serait encore à lui. Une fois qu'elle connut ce secret, elle attendit qu'il se fût endormi, puis elle lui subtilisa son chapeau et ordonna qu'on jette son mari à la rue. Mais il lui restait encore son corps, et en proie à une colère folle, il se mit à souffler dedans de toutes ses forces. Aussitôt tout s'effondra, les murs, les fortifications, les villes et les villages, tuant le roi et sa fille. Et s'il n'avait pas posé son corps, et s'il avait soufflé ne serait-ce qu'un tout petit peu plus longtemps, tout se serait complètement écroulé, et il ne serait pas resté 2 pierres l'une sur l'autre. Il n'y eut alors plus personne pour s'opposer à lui, et il monta sur le trône pour régner sur tout le royaume. Fin de la lecture du conte Le sac, le chapeau et le corps. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.